MM Sans Limite. Salut Mylène. Allô Martine. On reçoit une autrice qui a plusieurs livres à son actif et qui, je trouve ça vraiment intéressant. Oui. Vraiment intéressant ce qu'elle va nous raconter. Maude Michaud, bonjour. Salut. Bonjour. Allô Maude. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Écoute, tu as lancé ton dernier livre, le 9e, en mars dernier. Il m'a vraiment interpellée. Mais j'aimerais ça qu'on commence par le début. Ça fait plusieurs années quand même que tu es autrice. Ça a parti de où, le fait de vouloir écrire comme ça? Est-ce que c'est depuis ta tendre enfance? Oui, exactement. C'est vraiment au primaire que j'ai commencé à écrire des histoires, puis j'aimais ça faire ça. J'espérais pouvoir faire ça plus tard, mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai laissé tomber ce projet-là pour faire autre chose. Et ce qui m'a ramené sur cette track-là, finalement, c'est la plateforme de la Parfaite Maman Cinglante que j'ai fondée il y a plus de 10 ans maintenant, puis qui m'a comme un peu mis sur la map, finalement, auprès des maisons d'édition. OK. Donc, mon premier livre, c'était un guide de survie à la maternité. Ouais. Et c'est lui qui a ouvert la porte à ce que je puisse faire de la fiction puis d'autres types de livres par la suite, finalement. Est-ce que ce livre-là, c'était une réalité de ta vie parce que tu venais de faire face à la maternité? Bien, c'était plus pour répondre à ce qu'on constatait, parce que moi, personnellement, je me suis pas sentie particulièrement coupable dans ma maternité. J'ai pas vécu tant de challenge par rapport à ça. Pas dans les premières années, en tout cas, c'est venu beaucoup plus tard. Mais j'observais à quel point les mères, en général, se sentaient coupables, qu'elles vivaient pas toujours bien la maternité, parce que c'est impossible de toujours bien vivre la maternité, mais qu'elles s'en sentaient super coupables aussi. Et c'est pour ça un peu que j'ai voulu créer cette plateforme-là de la Parfaite Maman Cinglante. Et le livre que j'ai écrit, qui est Mieux survivre à ta maternité, bien, c'est l'équivalent du Mieux vivre, la fameuse Bible là, qui est remise aux nouveaux parents ou aux femmes enceintes. À l'hôpital. Dans les cours prénataux? Oui, dans les cours prénataux. Parce que ça touche même la grossesse. Toi, ça va venir. Moi, j'ai pas eu d'enfant encore, écoutez. Tu vas voir. Puis dans ce livre-là, il explique tout, là, comment on donne à manger un enfant, le biberon, la grossesse, tout ce qu'on fait, vraiment côté pratique. Ouais. Et moi, j'ai voulu reprendre pratiquement tous ces thèmes-là, mais parler de comment ça allait se passer dans la vraie Dans la vie, vraie probablement. Parce que c'est tellement pas la même affaire. Non, exactement. Puis déconstruire un peu, puis parler pas seulement de voici comment faire en pratique, mais comment ça se peut que tu te sentes. Fait que c'est un peu ça l'objectif de ce guide-là, qui est un prolongement de la plateforme de la Parfaite Maman Cinglante, dans le fond. OK. Puis c'est venu comment l'idée de la Parfaite Maman Cinglante? Quand je me suis séparée, j'avais envie d'écrire. Mon envie d'écrire était jamais partie, puis est revenue à ce moment-là. Puis je me suis mis à avoir beaucoup plus de temps libre que j'en avais avant, n'ayant pas mon fils avec moi une semaine sur deux. Fait que j'ai commencé un blog qui s'appelait « Les chroniques d'une mère célibataire ». OK. Ah, ça a commencé comme ça. Fait que pendant un an, peut-être un an ou deux, j'ai fait ça. Mais puis ça marchait pas vraiment. Là. En fait, là, c'est mes amis qui me lisaient, puis c'est tout. Puis je faisais vraiment ça pour le plaisir, c'était pas un problème. Mais après, justement, à peu près 2 ans, j'ai rencontré mon chum. Et là, les chroniques d'une mère célibataire, c'était plus très honnête. Ça fitait plus, là. C'était vraiment très honnête. J'avais envie de continuer d'écrire. Fait que je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire, quelle direction j'allais prendre, lesquels de mes textes avaient le plus marché ou avaient le plus interpellé. Puis là, j'ai vraiment compris que la culpabilité maternelle, c'était comme vraiment ça qui avait l'air de venir chercher les gens. Fait que j'ai changé le nom pour la Parfaite Maman Cinglante. Puis j'ai orienté vraiment tous mes textes dans ce sens-là à partir de ce moment-là aussi. Puis ça l'a vraiment pas été long là, à partir de ce moment-là. Ça répondait vraiment à un besoin à ce moment-là aussi. Mais cinglante, le Oui, mot... c'est bon, c'est bon. J'avais la même ça réflexion. Pourquoi cinglante? Ben parce que... C'est percutant comme mot, quand même. Ouais. Oui, ben j'étais percutante dans ce que j'écrivais aussi. Tu sais, je passais pas par 4 chemins pour dire les choses. J'ai fait... Dans la première, 2e année, on me voyait même pas. On savait même pas j'étais qui. Je signais les textes La Parfaite Maman Cinglante, puis c'est tout. Okay. Fait que ça a pris au moins 1 an avant qu'on me voie, puis avant qu'on sache qui j'étais. Pourquoi ça? Ben moi, mon objectif, c'était de passer des messages. C'était pas de me mettre de l'avant. Puis ça l'a jamais été. Mais par la force des choses, quand ça marche, nos affaires sur le web, on est appelé à la vidéo. On est appelé... On suit tout un peu un trajet qui se ressemble. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, là, on serait rendu aux vidéos. Fait que j'ai commencé à faire des montées de lait sur les réseaux sociaux à propos de la maternité. OK. Chose que je faisais avant, mais à l'écrit.
OK. Fait c'est que un avec peu toute de ton là que- émotion devant ton téléphone. là, tu sais. Oui, beaucoup. Puis j'ai réécoute aujourd'hui et je n'invite pas les gens à aller écouter ça. Très Ne retournez intense. pas là. Très intense. Tout ça, je me tape sincèrement sur les nerfs. Mais les gens, à ce moment-là, Mais mais c'est- ça répondait à quelque chose. Ouais. J'ai même fait un show. J'ai fait un one-woman show Là-dessus. avec ça, ouais. Ah oui, hein? Ouais, une certaine année. Mais là, tu dis que justement, ben, moi, j'en ai 4 enfants, fait que je peux comprendre un peu que le cinglant, il arrive des fois perturbateur. Mais tu dis que toi, t'as pas vécu de temps dans la culpabilité, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu voyais des femmes. Alors, comment tu faisais pour écrire quelque chose que tu le vis pas vraiment? C'est ça? Je pense que c'est dans l'écoute. Je pense que c'est dans l'empathie, puis vraiment dans l'observation autour de moi. Comme aujourd'hui, c'est plutôt des femmes puis des injustices que vivent les femmes dont je parle. Oui. Mettons, par exemple, dans leur couple, mais moi, je vis pas d'injustice dans mon couple. OK. Mais je suis capable de me Comprends. figurer, j'observe, je discute avec les gens aussi, puis je fais comme « wow ». T'es bonne pour le transmettre à l'écrit. Oui, et au-delà de ça, la parfaite maman cinglante, c'était pas que moi, là. Ça a été que moi pendant les 6 premiers mois, mais après ça, j'ai fait un appel à tous pour voir s'il y a des mères qui étaient intéressées à écrire pour la plateforme aussi, puis au fil du temps, on a eu peut-être dans le coin de 250 ou 300 collaboratrices, je pense, mon qui ont Dieu. écrit pour le blog. Puis moi, je trouvais ça important parce que je voulais pas que ce soit que mon avis. Je voulais pas que ce soit que mon point de vue. Je voulais offrir une expérience qui est diversifiée dans laquelle tout le monde peut s'identifier finalement. Puis là, vous avez effleuré plusieurs sujets. Oui, puis on en a fait le tour et le retour et le re-retour là, en disant, on s'entend des textes sur l'allaitement, des textes sur l'accouchement, on est allé ailleurs dans l'éducation bienveillante, dans le sentiment qu'on a des fois de nostalgie de voir nos enfants grandir, l'amour reine, la culpabilité de on a d'autres qui se couchent, mais une fois qu'ils sont couchés, on regarde des photos d'eux autres. On regarde des photos d'eux autres en pleurant parce qu'on s'est trouvé bête à midi, tu sais. Fait que c'est tous des sujets qu'on a abordés. C'était toujours vraiment dans la vérité. C'était ça l'angle, finalement. Ouais. Mais malgré que parents un jour, parents toujours, donc tu pourrais l'apporter dans le sens d'adolescent aussi, puis tout le kit, non? Je suis tannée. T'es tannée. Bon. Ben, tu sais, c'était Parce mon que t'as travail. fait le tour. Ben, c'était mon travail à temps plein. Là. OK. Fait que pendant 8 ans, je me suis occupée exclusivement de cette plateforme-là, du matin au soir, tous les jours. J'ai écrit des livres. Même dans mes romans, mes premiers romans, il y a beaucoup question de maternité aussi. OK. Oui, c'est ça. J'en ai trop parlé, je pense. Puis j'ai voulu passer à un autre appel. Surtout que vers la fin, premièrement, l'algorithme sur Facebook rendait les choses plus ou moins évidentes. Ouais. Les textes qui étaient sur le blog, puisque nous, c'était un peu ça, la façon de procéder. Puis c'était aussi notre modèle d'affaires, en fait. C'était par les visionnements sur le site qu'on faisait nos revenus, puisqu'on avait en moyenne 1 million de vues par mois là, dans les bonnes années. Crème quand même. Et, mais ça l'a drastiquement chuté, là, ça, après la pandémie. Les habitudes de lecture des gens ont beaucoup changé. Ils veulent du contenu. Après la pandémie? Pendant, après. Ils veulent plus du contenu de vidéo, là, instant. Et très rapide. Hein? Ouais. On peut pas commencer à raconter des affaires pendant 5 minutes. C'est 1 minute. C'est pour ça aussi que les propos sont si peu nuancés sur les réseaux sociaux maintenant. Puis que dans les premières secondes, c'est là que ça se passe, que l'auditeur, il faut que tu accroches. reste ou il décroche, ouais. Oui, puis tu peux pas partir dans des grandes explications. Là. C'est straight to the point. Fait que le modèle fonctionnait plus ou moins. J'aurais pu explorer d'autres modèles. Il y avait plein de choses qui étaient possibles de faire, mais comme je commençais déjà à être un peu tannée de ce qui touchait à la maternité... T'as écouté tes sentiers, là. Oui, c'est ça. Et là, on est à 9 livres. Les autres livres sont venus après sur différents sujets aussi. Ton inspiration, tu la prends de où? C'est vraiment différent d'un roman à l'autre. Le premier, c'est une histoire que j'avais dans la tête pour une raison qui m'échappe. OK. Depuis Toujours vraiment inconnu à plusieurs ce années. jour. Ça me servait, bien avant que je l'écrive, ça me servait de manière de m'endormir, de réfléchir à la suite de cette histoire-là. Fait que chaque soir, en me couchant, je réfléchissais à mon histoire, je réfléchissais à mon personnage, je me demandais ce qui arrivait, comment ça se passait, puis ça m'aidait à m'endormir. Puis c'est comme ça que tu as construit l'écriture. Cette histoire-là, oui. OK. Ça, c'était Wow. détendant. Les autres, c'est devenu complètement autre chose après. Là. Mais cette première histoire-là, C'est une c'était ça. relaxation, là. Puis après, Mieux survivre à ta maternité, ma maison d'édition a été ouverte à ce que je fasse autre chose. De toute façon, je fais beaucoup de trucs à l'écrit. Fait que, bon, ils étaient déjà au courant de mes compétences à l'écrit. Fait qu'ils ont été all-in pour ce livre-là, qui s'appelle Pieds nus dans la gravelle. Ouais. Puis qui est le livre qui est le plus connu que j'ai écrit. Là. Il a été dans le top 10 des livres les plus achetés à la Journée du livre québécois, je pense, pendant 2 ou 3 années de suite. OK. C'est vraiment un livre qui a eu un super beau succès. Puis ça fait du sens. C'est vraiment une histoire que j'ai portée beaucoup aussi. Fait que je trouve que c'est logique. OK. Est-ce que tu fais les salons du livre avec tous tes livres?
Quand je sors des nouveaux livres, Ouais. oui, effectivement. OK. Comme là, cette année, j'en ai fait plusieurs. Je les fais pas tous. J'essaie d'en faire le plus possible, surtout depuis Guerrière. Ouais. Honnêtement, j'apprendrai rien à ma maison d'édition, mais j'entretiens vraiment une relation amoureuse avec les salons du livre. OK. Les salons du livre, c'est une grande leçon d'humilité. Hein? Pourquoi? Est-ce que Peu tu veux importe dire? qui on est, là, à moins d'être David Goudreau, là, on va s'asseoir là, puis on se fait sécher les dents jusqu'à temps que ça finisse. là. C'est ça qui se passe. OK. Et c'est tel que tel. Moi, la première fois que je suis allée, je pensais qu'il allait y avoir plein de monde. J'étais suivie par comme 200 000 personnes sur les Ouais. réseaux sociaux et tout. Je vais là avec mon guide de maternité, yes sir! Je pense que c'était à Trois-Rivières, le premier que j'ai fait. Et je pense que j'ai eu 2 personnes dans les 2 heures que j'ai été là. Ah là là. OK. Et même aujourd'hui, je fais volontairement exprès de faire 1 ou 2 séances d'1 heure seulement, OK. la même journée. Puis comme ça concentre les gens qui veulent venir me voir au même moment. De pas passer la journée là au complet. Parce que sinon, c'est un peu long. Puis c'est pas si grave, là. Moi, ça me dérange plus, Ouais. ça. Je me suis habituée. Après la première fois où tu fais comme, c'est malaisant, ça. Eh bien, qu'est-ce que je fais ici? c'est ouais. pas super. Mais c'est le fun de t'entendre parler de ça parce que des fois, on se dit, ah, ben des livres à succès, ça va bien. Fait que là, on fait une tournée de promotion pour les livres. Mais de t'entendre dire la réalité, des fois, on s'attend pas à ce que ça soit ça. J'ai eu des séances de dédicace chez Renaud Bré, j'ai eu 4 personnes. Tu sais, c'est pas... Puis ça me dérange pas. Moi, Ouais. moi ce que je veux, c'est que les gens lisent C'est mes ça, le livres. monde Ils sont lit pas- leurs livres. Ouais. puis, Moi, mais peut-être je- qu'avant, c'était différent. Ça l'a changé dans le Je temps. sais pas, mais moi, tu sais, il y a des auteurs que j'adore, là, mais je ressens pas le besoin d'aller en d'accord. voir aucun, puis Ben, c'est c'est bien ça. correct comme ça, puis je suis sûre qu'ils respectent ça aussi, fait que ce rapport, mais en même temps, de se rendre disponible pour les gens qui ont envie de venir nous voir, je trouve que c'est le fun, puis avec Guerrière, je trouvais que c'était encore plus important qu'avec les autres, parce qu'on est vraiment plus dans des témoignages, on touche vraiment plus le Ouais. quotidien des gens, puis là, les gens peuvent avoir des choses à raconter à propos de ça, puis des échanges qui sont nourrissants, puis ça n'en prend pas plus qu'un pour que ça ait valu la peine. Non. Dépendant, c'est où? Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai été invitée au salon de la BTB. Je suis pas allée. Non. C'est un petit peu loin. Non, mais c'est, peut-être une autre année. Peut-être une autre fois, mais je suis pas allée. Mais je vais Ouais. faire Montréal, je vais faire Québec. Puis j'en fais des plus petits aussi quand on me le demande. Les gens m'écrivent des fois sur les réseaux sociaux puis disent « Ah, tu vas venir à tel endroit? » Puis je n'étais pas supposée, mais je dis « Ah, OK, je vais voir s'il reste de la place. Je vais venir au moins une petite heure. » Puis là, ils passent faire un Faut tour. que ça te parle en dedans pour que tu veuilles y aller. Exact, mais les discussions que j'ai avec les gens en général, même si c'est pas des centaines de personnes, ça vaut toujours le coup. Chaque fois, ça vaut toujours le coup. quand Ouais, même. hein. Oui. On va reparler de ton livre, ton dernier livre tantôt, Mm. mais j'aimerais ça justement que tu nous parles un peu d'explorer. Est-ce que on est capable de vivre, d'être juste auteur? Chose qu'on parle pas tout le temps, puis on était curieuse de t'entendre parler Oui, là-dessus. la là réalité d'une auteure Ouais. au Québec. Je vais regarder votre ballon dégonflé, là! Parce que tu sais, il y a plusieurs gens qui disent « Ah, j'aimerais ça écrire un livre, j'aimerais ça écrire un livre. » Puis c'est une belle réalisation, c'est une belle Tout accomplissement à fait. d'écrire un Moi, livre. j'aimerais écrire un livre. Ouais, Tu sais, ben ça monte, il y a quelque chose. Ouais. qui Bon, monte. je vais vous dire ce que ça va vous donner, puis vous déciderez si vous avez encore le goût après. En fait, dans les contrats d'édition standard, puis j'apprendrai rien à personne dans le milieu de l'édition, encore une fois, on a 10 des ventes. Ça veut OK. dire que chaque fois que je vends un livre à 25$, ça me donne 2,50$. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a OK. pas d'autre à côté, il n'y a rien. Si c'est un album jeunesse ou une co-écriture, co-collaboration, ben ça va être 50-50. Ça veut dire que sur mon OK. 2,50 devient 1,25$ à chaque livre vendu. Pour qu'un best-seller, un livre soit un best-seller au C'est- Québec, c'est 3000 copies. Mais là, à Pour trois qu'un mois, pour c'est qu'un pas livre beaucoup. soit un best-seller aux États-Unis, je sais pas, 25. c'est 100 000. si 100 je me 000. trompe pas, ouais. Oui, quand même. Fait que ça donne une idée. Fait que même les gens qui font des best-sellers, là, comptez qui ont 3000 copies de vendues à 2$ par livre, fait que ça leur donne à peu près 6000$. OK. C'est un best-seller au OK. Québec. Fait que moi, ce que mon éditrice m'avait dit dans les premières années, puis je sais pas si les chiffres sont encore exacts, m'a dit qu'il y avait une dizaine de personnes qui vivaient de l'écriture au Québec. Ah Ouais, oui! c'est ça, parce qu'à 6 000 c'est pas un salaire annuel. là, on s'entend, non, puis là. ça te prend combien de temps à écrire? Tu sais, là, tu as écrit Ouais, 9 ça te prend livres combien de là, temps à écrire en ça? moyenne. là. Chaque livre. Ça dépend vraiment lesquels, mais moi, j'écris vite. OK. J'écris vite, puis je fais exprès de me commettre dans des espèces de deadlines épouvantables. Là, qui me Tu mettent dans le t'imposes cul. un délai, là. Oui, parce que sinon... Ça finit plus, non, là. non, Ah, non, mais non, je te non, comprends. non. Juste écrire ma première page, je le repousse, ça fait 7 ans.
Non, mais c'est ça. C'est exactement Parce ça. que même si on est super emballé et super enthousiaste, moi, je trouve ça super confrontant à écrire. Chaque fois, je trouve ça super, super confrontant. Fait que si j'ai pas un engagement, c'est sûr que ça marchera pas. Qu'est-ce Toutes mes qui livres, je les confronte? écris. Ouais. Parce que comme auteur que t'es, j'aurais pensé que ça aurait été fluide. Puis c'est comme Oui. ça sortait, puis je me dis, moi, j'ai pas ça, là. Moi, je pensais sincèrement là, qu'en tant qu'autrice, j'allais m'installer à mon bureau avec mon petit café fumant, regarder les flocons Les par oiseaux, la fenêtre, et là, À la Pinterest, j'y là. vais, j'écris. Mais c'est pas ça. Non, c'est une tox à la tête avec un café fret, les dents serrées, puis ça va-tu être bon? J'ai-tu des idées? J'ai pas d'idées aujourd'hui, il faudrait que j'écrive au moins 1000 mots. OK. C'est ça. Là, toi, moi, t'écris-tu ma comme ça ou réalité. t'écris à la main? Non, j'écris à À l'ordinateur. l'ordinateur. À l'ordinateur. Puis je trouve ça très, très confrontant. Je m'explique très difficilement pourquoi l'écriture de tous mes livres a été comme ça. Je dirais peut-être 5000 premiers mots sont dans l'enthousiasme. Ah OK. oui? Les autres sont dans la C'est comme une la nouvelle terreur. idée. La terreur, la terreur. Mais j'aime ça t'entendre parler de ce Ah, côté de, j'adore. de Ouais. réalité-là qu'on parle pas nécessairement vraiment, mais qui est vraiment une réalité. C'est Pour de- moi, tu sais, parce qu'il y Oui, en a mais plein tu- qui sont pas là-dedans, là. Mais non, moi, mais ça doit quand même... ça... Mais toi, tu le fais parce que ça monte puis parce qu'il faut que ça sorte. Oui. Tu sais, Exact. c'est ça, je veux dire, ça t'appelle. Puis, tu te souviens-tu le plus jeune âge que tu as écrit, puis c'est comment ça s'est passé? T'as écrit quoi? Parce que là, tu as écrit un premier livre, mais avant d'écrire ton premier livre, J'ai écrit, ben, c'est sûr que jeune, j'ai écrit toutes sortes de niaiseries, là, sans doute au primaire, là, on s'entend, là. ouais. Mais j'ai écrit en secondaire 5 une pièce de théâtre qui a été jouée. C'est la première fois que j'ai Tu fait écrire l'as, quelque chose de plus concret. réalisé, Là. ok. Oui, oui. Puis c'est une fille qui se suicidait. C'est toujours terrible, mes histoires. Là. Fait que elle était sur le bord là, d'un garde-fou, puis elle allait sauter en bas. Puis dans la pièce de théâtre, ça se passait vraiment comme ça. Les gens pleuraient. Mais tu sais, on rit, là, mais c'est pas drôle. Mais c'est Ben oui, juste mais ton ça va idée, être mais bon, je suis c'est comme, bien tu correct. sais, sachant que là, on peut. Ah ouais. OK. Non, T'as c'est pas drôle, l'imagination le suicide, là, on fertile. s'entend. Oui. là. Ouais. Oui, puis le sens du drame. Il y en arrive Le des drame, affaires. c'est ça, là. Il y en arrive des affaires à mes personnages. Ça va pas Ok. bien. Mais Ça c'est va pas, vraiment mais c'est bien. pas, c'est pas tiré de faits vécus que tu as vu, entendu. C'est vraiment ton imagination qui crée ça. Ben, il y a toujours, je pense que dans n'importe quel récit écrit par quelqu'un, il y a toujours quelque chose De Une catastrophe, là. de vécu ou juste de ressenti ou Ouais. c'est sûr qu'il y a du vrai. Mais tu sais, est-ce que c'est des autobiographies? Non. Non. Absolument pas. Mm. Donc, tu nous as dit combien de temps ça te prend pour faire un livre? Ben, c'est ça. Là. La première fois, je me souviens là, que mon histoire était prête. C'est l'histoire à laquelle je rêvais. Ouais. Là, on se rappelle. Mais je me souviens d'avoir signé mon contrat début septembre et d'avoir dit je te remets ça le 1er janvier. Oh mon Dieu. Et là, on était rendu mi-novembre et je cherchais encore mon ton. Oh, OK, le ton. le ton. Parce que c'est le l'angle. premier livre que j'écrivais. Ok. Je savais même pas encore si j'allais utiliser le tu ou le je, en fait, Ouais. ou la troisième personne. Ouais. Là, c'était même pas clair. Puis là, je faisais des tests chaque semaine pour essayer de déterminer ça. Et ouais. Donc, en fait, ce livre-là, je l'ai écrit entre le 15 novembre et le 15 janvier. En 2 mois. Puis il y a eu les fêtes pendant ça. Là. OK. Mais, La nuit, le jour. ouais, ben parce que j'imagine, c'est... C'est vraiment court. Non, mais je me dis... 2 mois? C'est vraiment... Mais là, tu court, mets au défi, là. Mais Go! non, Je fais comme, mon Dieu, let's go! Mais l'avantage de cette histoire-là, c'est que je la connaissais déjà. Ouais, Ça l'aidait fait que t'as beaucoup. Il n'y juste- avait pas, vraiment plus grand-chose à réfléchir. Je pensais depuis longtemps. Le soir avant de te coucher, là. Oui, c'est exact, celui-là. OK. exact, exactement. Mais puis les autres, ça ressemble à ça aussi? Non, les autres, ça a été différent. J'avais envie, puis je pense que tu l'as vraiment bien nommé, il y avait de quoi qu'il fallait qu'il sorte. Ouais. Mais c'était pas nécessairement toujours clair ce qu'il fallait qu'il sorte non plus. Ou comment le sortir? Non, aussi. exact. Mais après avoir trouvé mon ton dans mon premier roman, c'était quand même beaucoup plus facile. Déjà pour la manière de le communiquer. au Puis là, moins, quand tu dis ton ton, c'est la manière d'écrire, les couleurs de l'écriture un peu, les expressions qu'on emploie, La la direction que façon tu de t'en s'adresser le au langage. Oui, exactement. OK, Vraiment OK. tout ce qui touche le langage. Moi, ça a vraiment été plus ça mon défi, puis c'était vraiment important que ça Puis quand fasse tu- du sens pour moi. Tu le trouves comment, ce ton-là? En Est-ce- écrivant jusqu'à temps que ça fasse du sens. En écrivant jusqu'à temps que je fasse comme oui, c'est ça. Puis je me suis rendu compte en écrivant que c'était vraiment important pour moi, puis c'est le cas, je pense, j'espère, en tout cas, dans tous mes livres, que ce soit très accessible. Très, très OK. accessible, que les gens puissent lire ça comme s'ils écoutaient quelqu'un qui Tu parle. casses pas le la plus tête à possible. lire l'histoire, là. Tu veux pas relire 2 fois la même phrase. Pour moi, c'est un fail. Si quelqu'un est obligé de relire 2 fois la même C'est phrase, parce c'était que- pas assez accessible. Puis il y en a qui aspirent à ce type de littérature-là, puis c'est correct aussi, c'est plus recherché. C'est souvent ces livres-là qui vont gagner le plus de prix, d'ailleurs, aussi. Mais moi, j'ai envie de parler à monsieur, madame, tout le monde. J'ai pas envie de gagner des prix, là. OK. Et dans cette mesure-là, c'est ce ton-là que je cherchais, justement. Puis quand je l'ai eu trouvé, ça l'a été.
Mais après, c'est dans les histoires. Le problème, souvent, quand tu écris un livre, moi, je me suis rendu compte, moi, je suis une fille de plan. Pas sur ce premier-là, mais sur tous les autres, j'avais un plan. J'ai même un plan par chapitre. OK. Oh! Parce que je sais où je m'en vais. Là. Je me surprends pas là, de m'en aller quelque part et il arrive ça. Non, c'est clair. Là. Non. T'as ton déjà chemin clair. dans ta tête. Mais qu'est-ce qu'on réalise en écrivant, c'est que tu as beau avoir ton chemin dans ta tête, il va falloir que tu décortiques ça, puis beaucoup. Parce que sinon, si je dis le deuxième chapitre, elle va aller chez son ami va y faire une grande révélation, puis ça va la choquer. Ça se peut que ça me prenne une demi-page, puis j'ai fini. Là. Ben oui. Mais on veut pas ça. Ouais. On veut pas ça, parce que sinon, le livre, il sera pas épais. Ça va Non, être c'est ordinaire, ça. puis il ne dira pas grand-chose, il va manquer de profondeur. Fait qu'il faut réussir à aller creuser cette profondeur-là chaque fois dans les sujets qu'on veut aborder aussi, puis c'est pas toujours évident. Non, parce que c'est là que je bloque d'arriver dans la profondeur, parce qu'il me semble que quand Quand t'as dit ce que t'avais à quand je dire. déboule ce que je veux dire, ben le livre aura 10 pages, tu sais. C'est Fait ça. que, tu sais, c'est pas long, là, 10 C'est un pages. vrai là. enjeu. Oui, c'est c'est vraiment ça, hein. un vrai enjeu. Moi, c'est un enjeu Tu que me j'ai rassures, eu merci. à tous les livres que j'ai écrits. Puis, tu sais, mon éditrice m'a dit souvent, il n'y a pas de nombre de mots minimum. Là. Quand tu as fini de dire ce que tu as à dire, tu as fini de ce que tu as à dire. Oui, OK. Mais en même temps, il y a encore. un minimum, j'allais dire. Exactement. Ouais. Puis ça, ben, c'est à force d'essais qu'on... Ça t'a-tu déjà... Puis dans les autres, est-ce que ça t'a déjà pris comme un an écrire un livre? Non, ça, c'est trop long. Guerrière, j'essaie de me souvenir combien de temps j'ai pris. Non, je pense que j'étais dans un 9 mois, peut-être. Là. OK, on est loin du 2 Oh, mois peut-être quand même. Hein? Peut-être un an. Un an, oui. Un an? Oui, le précédent. Le précédent, j'ai pris un an pour l'écrire. La véritable force de la nature. OK. Mon dernier roman avant Guerrière. Ouais. Puis, est-tu arrivé que tu avais 2 livres, tu sais, 2 idées en même temps de livres? Tu sais, comme moi, je dirais que ça serait mon genre. Je commencerais quelque chose, puis là, j'aurais plein de tiroirs, là, puis là, j'écrirais de plusieurs trucs différents. Je sais pas si... J'ai jamais écrit 2 livres en même temps, mais c'est arrivé souvent que j'ai des idées en écrivant, puis je me dis, bon, ben je garde ça de côté, puis je verrai ce que je fais avec après. Là. C'est ça. Définitivement. Tu mets ça Tu à exécution. pas les deux. C'est ça, tu vas pas dans... À part si c'est des albums jeunesse. Moi, là, je me suis vraiment rendu compte, là, je travaille à ce moment-là où j'ai écrit tous ces livres-là, j'étais à mon compte. Fait que je pouvais vraiment prendre beaucoup de temps pour écrire. Normalement, j'écrivais de 8h à 10h30, 11h à tous les jours. De 8h le matin à 10h le soir? Non. Là. Ça serait long. Juste le matin? Oui. OK, c'est ça, là, je me disais, mon Dieu Seigneur. C'est pour ça que ça prend 2 mois. Tout ça pour 6 000 Oui, c'est ça. Non, Oui. mais dans le 2 mois, il faut que tu fasses plus que quelques heures par jour, là. Ben, celui qui a pris 2 mois, j'ai été obligée de passer plus de temps Oui, dessus. Mais c'est les ça, autres, là. en général, le C'est print que j'ai quelques pris sur 6 mois, 9 mois, c'est quelques heures. Puis j'avais cru aussi naïvement dans mon portrait de flocon par la fenêtre avec le café fumant que l'inspiration viendrait magiquement. Ben non. Mais non. Non. Puis des fois, elle vient pas. Puis des fois, pendant un mois, elle vient pas, là. Fait que tu crées des opportunités pour t'inspirer, tu... T'essayes. J'ai lu un livre comme par magie d'Elisabeth Gilbert qui écrit Mange Prième. Oui. C'est un livre sur l'écriture, justement, où elle donne ses conseils d'écriture. Puis elle a dit, attendez pas l'inspiration pour écrire. Là. Vous allez attendre là, toute votre vie, là, à un moment donné. C'est possible que ça se réalise jamais. Là. Ouais. Elle dit, écrivez chaque jour. Voyez-le comme un exercice intéressant. Puis voyez ce qui en ressort. Fait que c'est comme ça. La véritable force de la nature, mon dernier roman, c'est comme ça que je l'ai écrit beaucoup de fois. Est-ce que tu écris puis tu reviens? Tu t'écris, tu reviens? Ou qu'est-ce qui est écrit, ça reste là? Normalement, pour mes derniers romans, j'écrivais, je laissais ça là. Le lendemain, je révisais et j'écrivais la suite. Mais jamais le jour même, je révisais ce que je venais d'écrire. Et dans les précédents, je ne me relisais pas. Et je ne relisais pas le final et je n'ai relu aucun de mes livres. Non. Oh, que je te file! Je suis incapable de faire ça. Je trouve ça super mauvais. Je trouve tous mes livres super mauvais. Oh, mon Dieu! Fait que là, c'est l'éditeur qui t'appuie si c'est correct ou pas. Oui. Fait que t'attends son appel. Hey, ça fait du sens. Ça fait Vraiment, ben bravo, je trouve ça... Non, mais Oui. c'est une belle leçon de faire confiance au travail alors que tu fais. Oui. Bravo. Oui, puis mon éditrice, j'ai la même depuis le début. Bon, je suis plus à la même maison d'édition qu'au début, mais c'est parce qu'elle a changé de maison d'édition. Je l'ai suivie, puis j'ai dit plein de fois, le jour où tu arrêtes d'éditer, j'arrête d'écrire, là, clairement. Là. On a vraiment une relation qui est particulière ensemble aussi. Puis elle me connaît, là, puis elle connaît mes doutes, elle connaît mes insécurités, elle sait exactement comment je fonctionne aussi. Elle sait bien te guider. Oui, fait qu'on fait une belle équipe là-dessus. Puis c'est bien sûr que quand elle m'envoie les révisions, je regarde, mais je relis pas tout. Là, et elle le sait, là, à quelques exceptions près, je suis plus du genre à faire accepte jusqu'en bas, puis merci, bye, c'est terminé, on n'en parle plus. Là. Ouais.
Parce que non, je l'ai relu guerrière, j'ai commencé à le relire, puis... C'est quoi, ça te trigger? Ah, ça me met dans une espèce d'état de panique, d'horreur. Je te juge? Puis je suis comme, bon, où t'allais avec ça? Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que c'est ça? Quelle horreur! Ah, tu te juges, là! Ah non, mais très sévèrement. Je suis vraiment pas gentille avec moi. Okay. Honnêtement, là, vraiment pas. C'est quelque chose sur quoi je travaille beaucoup en ce moment. Je donne beaucoup de conférences maintenant aussi, là, puis ma manière de me flageller est évidente et épouvantable, là, clairement. Là. Clairement beaucoup. Ouais, ça me fascine, je t'écoute, puis je suis comme... Ouais. Mais j'aimerais ça que tu nous en parles justement de guerrière. Ton inspiration de ça est venue de où? Moi, ça m'a beaucoup interpellée, ce livre-là, énormément. Ouais. Ben en fait, justement, quand j'ai décidé de mettre fin à La parfaite maman cinglante, ça l'a donné au même moment où j'ai lu le livre Le principe du cum shot de Lily Boisvert, qui est un livre vraiment fantastique qui parle de quelle manière la sexualité des femmes est toujours un peu sous l'emprise des clichés masculins. Et jusque-là, je croyais naïvement que l'égalité était plus ou moins atteinte entre les sexes. Okay? J'ai de la misère à croire que je dis ça aujourd'hui, mais c'est là où j'étais à ce moment-là quand même. Et là, j'ai réalisé que, OK, c'était peut-être pas ça finalement. Et après avoir lu ça, j'ai commencé à m'intéresser plus à tout ce qui touchait les femmes en général pour comprendre que ça allait vraiment pas bien, en fait, là, mais vraiment pas du tout. Puis il y avait beaucoup d'inégalités, beaucoup de choses qui fonctionnaient pas du tout. Et j'en ai fait un peu mon cheval de bataille. Ça fait à peu près 2 ans que c'est l'orientation que j'ai prise. Est-ce que tu as été choquée sur les découvertes que tu as faites? Ou... Complètement. Ouais, hein? C'est déconcertant. Je veux dire, on est vraiment loin de l'égalité aujourd'hui encore. C'est juste qu'en apparence, elle a l'air atteinte, ce qui fait que le reste du travail qui est à faire est super sournois, là. Tout le monde est comme, ah ben non, il faut convaincre les gens que l'égalité n'est pas atteinte. T'sais. Même si une femme sur 3 va se faire agresser, même si une femme gagne 91 sous pour chaque dollar gagné par un homme, même si on représente 35% des sièges en politique, même si c'est des évidences les unes derrière les autres qui sont devant nous, mais qu'on dirait qu'on a même accepté. Moi, ça vient me chercher, tout ça. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que je me suis mis à me documenter, m'intéresser beaucoup à ça et à créer du contenu en lien avec ça. Puis à peu près au même moment, j'ai lu aussi le livre « Indompté » de Glennon Doyle. Et mon livre guerrière est très inspiré de ce livre-là. On va pas se mentir, là. J'aimais sa manière d'amener les choses par des anecdotes personnelles, mais auxquelles on peut s'identifier en tant que femme. Puis après ça, partir dans une réflexion puis se dire, OK, tu sais, comment moi je peux m'approprier ça? C'est vraiment dans cette optique-là que j'ai voulu écrire guerrière. T'en as-tu une à nous partager, une anecdote que tu... Une anecdote? Oui, ben tu sais, comme tu dis, là, tu t'es inspiré de ça parce que tu as vu dans l'écriture des anecdotes où est-ce que tu t'identifies. Tu sais, comme... Je me souviens que dans une anecdote de Glennon Doyle, elle disait à un moment donné que... elle parlait de ses enfants, parce qu'elle avait un ado, entre autres, qui était dans les sports et qui faisait toutes sortes de choses à l'extérieur et tout ça. Et quand il finissait de manger le soir, elle disait à son fils, « Ah, c'est correct, pas besoin de nous aider à ranger, va faire tes devoirs, va faire tes choses, c'est important. » Puis à un moment donné, au fil du temps, elle a fini par se rendre compte que son fils, il n'était pas très impliqué dans la maison. Puis elle est arrivée pour se choquer après, même à un moment donné, en disant, « Ben bon, tu fais bien pas grand-chose. » Puis elle a réalisé que c'est elle, depuis des mois, voire des années, qui lui renvoyait le message que tout ce qu'il faisait à l'extérieur de la maison était plus important que ce qu'il y avait à faire chez soi quand on habite avec des gens. Et c'est là où elle s'est arrêtée, puis elle lui a parlé, puis elle a dit « Hey, sais-tu quoi, je m'excuse, je pense que ça fait plusieurs années que je t'envoie un mauvais message, mais là, j'ai besoin de corriger le tir. » C'était ma responsabilité. Oui, puis quand on reste avec des gens, il faut en prendre soin, il faut partager les responsabilités ensemble, il faut que tu t'impliques. Je me suis trompée. Ça, moi, ce genre d'anecdote. C'est inspirant, ça. Puis il est fort, ce livre-là. Là. Moi, je le raconte, j'ai des frissons, il me donne des frissons, ce livre-là. Puis c'est vraiment... Si vous le lisez, vous allez voir le rapprochement, justement, entre les deux, définitivement, parce qu'il y en a un. Moi, ça a été une grande source d'inspiration pour moi. Vraiment dans la bienveillance aussi, en même temps, puis dans l'ouverture, dans l'accueil, parce que c'est super important. Le mien est plus militant, par exemple. Oui. Ben, je t'entends parler, puis je me dis, tu sais, je me considère pas, tu sais, je sais que la condition féminine, on doit travailler dessus, l'améliorer, il y a eu des avancements, mais on n'est pas encore, tu sais, comme tu dis. Tu parles d'inégalité. Puis là, je t'entends, puis là, je me dis, mais c'est vrai, on est encore loin en arrière, malgré en 2025. Mais tu sais... C'est vrai qu'on l'accepte silencieusement. C'est parce que ce qu'on oublie, là, c'est qu'on est considérés, les femmes, comme des personnes au Canada depuis moins de 100 ans. C'est en 1929. Là. Ça, c'est vrai. Ça fait moins de 100 ans. Ouais. Ça se peut pas qu'il reste rien à régler quand ça fait moins de 100 ans qu'on n'est plus des objets pour la propriété potentielle des hommes.
Puis c'est très intériorisé dans nos doubles standards, dans notre façon de juger l'habillement de nos filles versus nos garçons, la sexualité des filles versus des garçons, le travail qu'une fille peut faire. Même dans l'éducation, encore aujourd'hui, là, on donne une poupée là, aux petites filles de 3 ans, puis on dit aux petits garçons qu'ils peuvent tout faire. Puis on se ramasse avec des filles, des femmes dans les métiers du care qui ont des emplois sous-valorisés, sous-payés, puis avec des garçons qui font toutes sortes de métiers, qui sont en politique, qui sont leaders, qui travaillent sur la construction, qui ont des super bons salaires. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Oui, tu nous amènes une réalité qui est très est choquante, là, pratiquement. Ouais. De dire... Moi, je suis choquée. Oui, mais je t'écoute. Mais là, on en parle. C'est pas que toi, là. C'est pas un sujet que j'aborde fréquemment, là, tu sais. Fait que j'aime ça t'entendre là-dessus puis susciter des questionnements, en fait, aux gens parce que c'est quelque chose que là, toi, t'as exploré de ton côté parce que ça t'a suscité un intérêt. Mais, tu sais, moi, je t'écoute puis je suis comme, OK, mais encore, là, tu sais, je me dis, tes réflexions, c'est comment qu'on peut faire. Là, ce que tu as écrit dans ton livre, c'est par rapport à ton opinion, par rapport à ce qui se passe dans la réalité? Bien, ça apporte beaucoup d'anecdotes. Fait que c'est sûr que c'est moins posé sur les sujets de la réalité, mettons, versus mon podcast qui, lui, traite d'une inégalité à chaque émission. Okay. Où là, on va vraiment se pencher sur l'inégalité, pourquoi elle existe, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change. Fait qu'on a vraiment un levier d'action qui est différent. Une égalité, un sujet ou un invité qui vit cette inégalité-là? C'est moi toute seule. C'est toi toute seule? Oui, exactement. Qui parle d'une inégalité, l'écart salarial entre les hommes et les femmes, ou la charge mentale qui repose sur les femmes, ou... les attentes irréalistes qu'on a envers les mères. Donc, vraiment, tous des sujets qu'on peut regarder un par un, essayer d'analyser, comprendre d'où ça vient, puis comment on peut le déconstruire. Comment on peut le déconstruire? Donc, pour toi, c'est clair qu'on a des solutions à tout ça. Ça passe beaucoup par la déconstruction de tout ce qui touche les stéréotypes de genre, là, d'associer des qualités, des métiers, des comportements à un sexe. C'est ça qui est à l'origine de tous nos problèmes en ce moment. Là. Fait que même si on peut être là, plus ou moins à l'aise avec l'idée, par exemple, de la diversité sexuelle, ben ça contribue un petit peu à briser ce cadre-là aussi en même temps. C'est-à-dire, tu sais quoi, tu peux être qui tu veux, aimer qui tu veux, avoir le pronom que tu veux, vouloir te faire appeler comme tu veux, c'est pas important. Sois juste toi. Ouais. Puis cette notion de genre-là, que oui, OK, t'es né avec un pénis, t'es né avec une vulve, j'enlève rien à ça, OK, parfait. Mais au bout du compte, après, peu importe. Sois qui t'as envie d'être vraiment. Puis c'est pas vrai qu'en ce moment, on peut l'être comme on a envie de l'être. Puis c'est pas vrai qu'on n'est pas en partie influencé par notre socialisation à l'intérieur de ça. On n'a pas 100% de libre arbitre. Il y a beaucoup des choix qu'on fait qui sont pas des vrais choix. Ce sont des choix imposés. Si on prend, par exemple, se raser comme femme. On se rase. Non, mais moi, le poil, j'aime vraiment pas ça. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Puis tu sais, pourquoi? Pourquoi, finalement? Mais si tu me poses parce que tu as appris ça, en fait. Tu me poses la question, puis là, je suis comme un peu estomaquée. Je me dis, ben attends une minute. Là, je sais, vraiment, c'est comme si... Ben, c'est imposé, vraiment, parce que quand j'y pense... C'est appris. C'est appris, oui. C'est totalement appris, puis c'est très drôle parce que le poil, juste, bon, il y a eu des époques où les gens se rasaient presque intégralement, tout ça, là, mais... Dans les faits, dans l'histoire, ça n'a jamais été un problème jusque dans le coin des années 20 où il y a une compagnie d'esthétique qui a mis au point une poudre dépilatoire en même temps que les jupes raccourcissaient puis qui a dit cacher ses poils qu'on ne saurait voir. Donc, ce qu'ils ont renvoyé comme message aux femmes, c'est vos poils, à partir de maintenant, sont honteux. Et depuis ce temps-là, puis on voit qu'on en a un petit poil qui dépasse du maillot. Oh, on file pas bien. C'est vrai, t'as raison. On a honte. T'as raison. Mais c'est honte. La honte, mais là, tu me le dis, mais je fais, mais ça n'a pas de bon sens qu'on ait honte de ça. Non. C'est ridicule. C'est naturel. Ben oui. C'est naturel et les hommes, c'est correct. Ouais. Fait que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, des choses qu'on fait. Ben moi, je me rase parce que je me sens mieux comme ça. Oui, mais pourquoi tu te sens mieux comme ça? Puis tu peux te raser quand même. Mais je pense pas qu'on se pose la question. Je pense pas qu'aucune femme se pose la question. C'est comme... C'est intériorisé, comme tout le reste. C'est toutes des choses qu'on a fait un check dans notre tête. Ouais, puis je me souviens, jeune, la première fois que j'ai dû piler mes jambes, j'avais hâte. J'avais hâte, tu sais, d'enlever. C'est associé au fait d'être femme aussi, d'être féminine. Oui. Moi, je vous dirais pas, ben le rasoir m'a tout scratché les jambes. J'ai des scratchs aujourd'hui qui partent pas parce que j'ai voulu faire ça trop jeune. Fait que j'ai les mal faites. Fait que j'ai des scratchs les jambes qui sont restés à vie. Sans enlever les sourcils, je l'avais tellement trop enlevé. Le mal qu'on a pu se faire puis qu'on continue de se faire de toutes sortes de manières aujourd'hui, c'est complètement épouvantable. Puis ça fait partie des choses quand on dit « Ah oui, j'ai le choix, je fais ce choix-là. » Oui, mais pourquoi tu fais ce choix-là? Ouais. Puis
Puis je le dis souvent aux femmes, ça se peut quand même, quand tu l'auras compris, que tu continues de le faire, mais tu vas le faire au moins en étant vraiment consciente. C'est ça, c'est la conscience. Ouais. Après, c'est dur de déconstruire ça. Là. Moi, j'ai commencé à me raser en dessous des bras une fois ou 3 jours. Parce que moi, je me rasais tous les jours en dessous des bras. Moi, les poils, c'est non. Ah ouais. C'est non, non, non. Et là, comme j'ai fait, je vais au moins me décontaminer un minimum de ça, parce que ça n'a pas d'allure. Parce que tu t'es posé la question, là. Oui. Puis je veux pas, c'est pas vrai là qu'il y a quelqu'un qui va. Hey, moi, l'idée que quelqu'un me dise quoi faire d'une manière, ça me tente. Ça marche pas. Ça me tente. Fait que je me suis dit, je vais commencer à essayer de me raser aux 2 ou 3 jours. Mais est-ce que c'est tellement fort que tu arrives à l'accepter aux 3 jours? Parce que c'est beau de l'accepter, de dire, OK, ben moi, je vais me raser une fois par mois, mais il faut se sentir bien là, quand si t'es pas bien ça. là-dedans, comment tu tu rendu gères dans ton ça? processus, là? Ça dépend. Il y a des fois où ça fonctionne, il y a des fois où ça fonctionne pas, puis je vais me raser. Je m'écoute quand même. C'est on de s'accepter là-dedans. Oui, là. puis on peut avoir tout compris, tout ça, puis décider de continuer de faire les choses quand même. Il faut être bienveillant envers soi-même. On est déjà victime de tout ça. C'est pas vrai qu'en plus, on va commencer à se faire du mal là-dedans. Là. Ça serait vraiment pas logique. Là. Mais de juste le réfléchir, le déconstruire, peut-être pour laisser quelque chose de différent à nos filles, puis à nos petites filles dans l'avenir aussi, pour qu'il y ait moins de pression, qu'il y ait moins qu'il y ait le choix, en fait. Qu'il y ait le choix. Tu sais, tu as le choix, en fait. C'est pas parce que tu le fais pas que c'est pas beau ou que c'est pas correct. Non. Mais voilà, tu as le choix. Puis à l'inverse, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui prend plein de temps pour s'arranger puis qui aime ça, c'est correct aussi. Là, on n'est pas en train de shamer quelqu'un là-dedans. Là. C'est vraiment pas ça l'objectif, mais vraiment plus de réfléchir à tout ce qu'on a intériorisé puis quel impact ça a sur nos choix. Puis c'est très grand, en fait. Très, très grand. Oui, il y en a plein parce que je pense qu'on pourrait ouvrir le dossier et puis en parler pratiquement à l'infini. Oui. Dans ton livre, tu effleures plusieurs sujets de ça. Oui. Ton but ultime, ça serait quoi? Que les gens retiennent quoi exactement? Que malheureusement, comme femme dans la société en ce moment, je doute que beaucoup vivent la vie qu'elles ont véritablement envie de vivre ou qu'elles mériteraient de vivre. Que justement, par toutes ces choses-là qu'on a enregistrées, intériorisées, il y a beaucoup de choix qui sont souvent pas tout à fait les nôtres. Ou des choses qu'on dit « Ah non, je peux pas faire ça, ce serait pas convenable de faire ça », alors que dans les faits, on devrait le faire. Fait que c'est un peu ce qui était le sous-titre du livre aussi, là, tu sais, commencer à exister à votre manière, à vous, là, comme vous en avez vraiment envie, dans une déconstruction de ce que tu es supposé de faire, pour ne plus chercher à plaire, parce que c'est quelque chose qu'on apprend tellement tôt. Chercher à plaire, à pas décevoir, à éviter les jugements, à éviter les confrontations, à s'assurer que tout le monde se sente bien. Mais comment on peut être pleinement soi-même quand on est toujours en train de faire toutes ces choses-là? Puis on les fait sans réfléchir, là. Non, c'est ce qu'on nous a appris à être. On nous a dit qu'une femme, c'est ça. Puis c'est ça. Moi, c'est ce que je veux amener les femmes à réaliser. Tu sais, dans mon féminisme, je suis rendue peut-être ailleurs dans le sens où j'ai fait beaucoup de lectures, puis en tout cas, j'ai plein de réflexions, mais moi, ce qui reste important pour moi, c'est vraiment de venir sensibiliser Madame Tout-le-Monde à propos de ça. Puis est-ce que tu veux le faire uniquement dans... Parce que je sens que ta voix est très puissante dans ton désir de faire changer ça. Puis honnêtement, tu le fais très bien parce que tu me fais... Oui. On le sent dans la fermeté, mais que ça... Mais c'est senti, là. Mais ça tourne beaucoup dans ma tête. Tu m'amènes vraiment à réfléchir là-dessus. Puis je fais, mon Dieu, ça fait plein de sens. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu veux juste passer ton message à travers des livres ou tu as l'intention, tu aimerais faire le manifester autrement? Bien, là, actuellement, j'ai effectivement écrit ce livre-là. J'ai mon podcast. C'est déjà la 2e saison qui s'est terminée la semaine passée. Ça va quand même bien, je suis contente. Dans le fond, il est en ligne depuis janvier. Dis-nous le nom. Ça s'appelle Guerrière. Guerrière. Donc, vraiment du même nom. Il y a 16 épisodes jusqu'à maintenant, puis je suis vraiment contente de la réception. La réception est super bonne, toujours au-dessus de 1000 écoutes sur chacun. Beaucoup de monde qui m'écrivent aussi à ce sujet-là. Je pense que c'est accessible, puis c'est vraiment mon objectif, que ce soit super accessible. On ne parle pas dans des grands discours, c'est pour tout le monde. Donc, j'ai ça. Puis je donne des conférences aussi, principalement en ce moment dans des centres pour femmes. Okay. Donc, les centres de femmes à travers le Québec, sur toutes sortes de sujets. Là, ce qui ressort présentement, c'est tout ce qui touche le retour au modèle traditionnel, les mâles alpha. Oui, parce que ça a été cet hiver, il y en a eu beaucoup quand même. Exact. Le principal, je suis curieuse, tu dis il y a eu beaucoup de vues sur ton podcast. Les principaux commentaires, qu'est-ce qui ressort? Les gens se reconnaissent ou les gens, ou tu portes la réflexion sur les gens? Ou est-ce qu'ils donnent leur opinion? Sur Spotify, par exemple, directement, c'est des gens qui se sentent interpellés, ça les rejoint. Sur les réseaux sociaux...
beaucoup de monsieur fâchés. Oh, oui! ouais. J'ai jamais reçu autant de haine de toute ma vie. C'est des milliers de commentaires. Des milliers de commentaires de monsieur fâché. Les messieurs sont fâchés de comme qu'on dise que la femme n'est pas... Mais c'est quand même une réalité, là, que la femme n'a pas l'égalité de l'homme. Ben, tu sais, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'est des teasers qu'on publie sur les réseaux sociaux de nos épisodes de podcast. Fait que bon, il n'y a pas tout le contexte. Deuxièmement, on choisit bien ses teasers. On en a parlé plus tôt. On veut que ça fasse réagir les gens, que ça donne un goût d'engagement aux gens. J'ai un ton, vous le voyez, vous le sentez, qui est quand même assertif puis qui est direct aussi. Très assumé, oui. L'assertivité, c'est souvent vu comme de l'agressivité quand c'est des femmes qui sont assertives. Donc là, à ce moment-là, déjà, on me reproche mon ton. On dit que je serais condescendante, que je suis dénigrante. C'est certain qu'il y a certains de mes teasers où je réponds à des haters. Et là, c'est la réponse aux haters qui commence par « dude », par exemple. Fait que ça, c'est ton teaser, ça commence demain. Fait que c'est sûr que là, ils sont comme « wow ». Mais en même temps, j'en vois pas promener personne. Je veux dire, je manque de respect à personne. J'insulte personne non plus. Et même sur les teasers beaucoup plus doux, je reçois de l'haine quand même, ça change absolument rien. À la minute qu'on parle d'inégalité, il y a un paquet d'hommes qui débarquent qui ont l'impression qu'on veut leur enlever quelque chose. Moi, c'est ça que je sens. Parce qu'ils reconnaissent pas cette inégalité-là. Parce qu'elle est quand même là, on peut pas la cacher, là, quand même. Je pense que c'est intériorisé, là. Je veux pas dire que c'est volontaire, mais on dit que la seule chose que les hommes ont à perdre dans le féminisme, c'est le privilège de dominer les femmes. Et malheureusement, il y a un petit fond de ça, probablement inconscient. Là. Je dis pas que tous ces hommes-là qui m'écrivent, qui n'ont pas d'allure, cherchent à dominer les femmes dans leur quotidien. Là. Mais c'est probablement ça qu'ils font quand même d'une manière ou d'une autre. D'une manière inconsciente. Oui, peut-être plus subtile parfois. Exactement. Mais... Fait que moi, c'est ça que je sens que je viens chercher. Je viens les ébranler beaucoup à ce propos-là. J'imagine que la vague de alpha cet hiver t'a mis hors de toi. Ah, moi, ça m'a ébranlé. Moi, je travaille aussi chez S'explique, qui est un organisme qui offre de l'éducation à la sexualité au primaire, secondaire, adulte et autres. J'ai développé une offre, là, justement, cet hiver pour donner des ateliers aux jeunes sur les mâles alpha. On a commencé à les donner au secondaire. Des ateliers pour les intervenants aussi qui ne savent vraiment pas comment intervenir parce qu'en ce moment, dans les milieux scolaires, des propos misogynes, des propos qui ressemblent à ceux qu'on entend chez les mâles alpha, il y en a de plus en plus. Les intervenants ne savent vraiment pas quoi faire avec ça. Ils ne sont pas formés, ils ne sont pas éduqués pour accompagner. Non, puis tu ne veux pas être frontal non plus. Là. T'as un jeune qui te dit « Moi, Andrew Tate, je le trouve vraiment cool. » Tu ne peux pas juste dire « Ben voyons, il est accusé de traite d'humain, es-tu malade? » Tu ne pourras pas aller là. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi, quel besoin ça répond. C'est un accompagnement. Gérer ça autrement. Mais c'est ça, exactement. Fait que oui, moi, ce phénomène-là me scie les jambes complètement. Il n'est pas si étonnant, par exemple, parce qu'on n'était déjà pas rendu aussi loin qu'on le croyait. Là. Fait que c'est un petit pas de recul. En même temps, on sait que les droits des femmes, ça n'a pas avancé de manière constante. Il y a des moments de recul, il y a des moments d'avancée aussi. Là, en ce moment, moi, je considère qu'on est dans un moment de recul. Puis, selon toi, est-ce que... Ben, c'est toutes les actions que tu poses, j'imagine que tu oses espérer que les femmes vont être plus conscientisées à ça et vont plus... Ben, je dirais pas... Tu sais, j'aime pas le mot révolte, là, mais tu sais, plus agir autrement? Oui, ben je dirais surtout refuser. OK. Apprendre à dire non, apprendre à refuser. On parlait de la santé, entre autres, aussi, système médical, tu sais, qui est encore pas super avec les femmes. Il y a des stats qui sortaient encore dernièrement pour dire qu'au niveau de la santé des femmes, au Canada, on n'était pas les meilleurs, là. Vraiment pas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, si on prend l'exemple de tout ce qui touche les hormones féminines, par exemple. Dans le cursus médical, les médecins ne voient pas les hormones féminines. Ils les voient là, pendant 5 minutes et quart sur la ménopause. C'est tout. Mais les hormones féminines, c'est ce qui nous régit. C'est ce qui nous gère. Ils sont là toute la vie. Je suis plus capable. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup de femmes qui vont arriver en périménopause vont se ramasser avec un paquet de symptômes, beaucoup de détresse, puis on va leur prescrire la pilule. Ou des antidépresseurs. Voilà. C'est les 2 seuls ingrédients possibles. Comment ça se fait qu'en 2025, un médecin n'est pas capable de lire un bilan hormonal alors qu'un patient sur 2 qui reçoit est une femme? Et qu'on sait que les hormones gèrent comme plus de 150 fonctions dans notre corps. Puis c'est pas l'antidépresseur qui va gérer ça, là, ça va patcher, c'est tout. Là. Exact. Donc, quand je dis refuser, c'est ce que je veux dire aussi. Là. Quand tu vas chez le médecin, tu as entendu parler de tout ça, tu te doutes bien que tu as peut-être un débalancement hormonal ou il y a quelque chose qui commence à clocher, puis tu te fais dire « Désolé, on peut rien faire, c'est la pilule ou
l'antidépresseur. Ben non. Non. Puis ça fait partie plus. de nos droits, hein? C'est la loi, là, qu'on nous propose des traitements qui sont adaptés pour nous, là. Puis en ce moment, c'est pour ça que ça vaut la peine de pousser pour ça. Malheureusement, pour l'instant, la meilleure option des femmes, c'est de se retourner vers les cliniques privées, parce qu'il y a de plus en plus de cliniques privées qui vont se former là-dedans. Qui les reconnaissent. Ben, Ils ont vu le besoin. Ben oui, elles voient le besoin, puis ils voient l'opportunité, puis je comprends, puis ils font bien, puis on est content quand même de les avoir, parce qu'en bout de ligne, c'est notre seule option. Mais ça reste une option qui est loin d'être accessible à tout le monde. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a plein de gens qui restent dans la détresse. Puis tu sais, c'est pas comme si c'était une maladie rare, là. Ben non, mais Ça fait partie. c'est de la machine, c'est le corps. Ouais. Le corps qui Ouais. évolue, qui travaille dans ce sens-là. Exact. Mais encore là, qu'on n'est pas éduqué non plus Non. sur tout. Moi, je le sais, là, j'ai eu 4 enfants, donc le débalancement hormonaux, j'en ai eu plein. Puis ça vient avec un paquet de Symptômes. de symptômes. Je ne rentrais pas là-dedans. Je les ai vécus fois 10 millions. Mais c'est ça. Mais on n'est pas éduqué là-dessus, donc on ne le sait pas nécessairement. Mais je pense que c'est plus qu'on va en parler, plus qu'on va essayer de mettre ça sur la place publique qui va faire la différence. Information, sensibilisation et Ouais. justement refus. Là. Quand tu te sens pas bien dans une situation en tant que femme, peu importe c'est quoi, que ce soit chez le médecin, que ce soit avec ton conjoint, que ce soit au travail, il faut arrêter d'accepter. Il faut Exactement. arrêter de tolérer. Il faut dire non, moi, je mérite plus que ça. Ouais. Je vaux plus que ça. Mais encore là, tu sais, comme là, je réfléchis puis je me dis, ben les personnes qui, tu sais, ça peut être une grande difficulté là, pour une femme, ben, pour un humain, point, de dire non. Oui. Juste de s'affirmer en disant non. Donc, là, si tu leur demandes à une femme qui a, tu sais, puis là, ça joue dans l'estime, ça joue dans la confiance, ça joue dans plein de choses, de dire, ben mets ton pied à terre, puis si t'es pas d'accord avec ça, ben apprends à t'affirmer. Fait que là, on vient jouer dans plusieurs sphères aussi. On est dans l'action, là, tu sais, Ouais. après d'avoir pris conscience. Puis en même temps qu'on demande, moi je me souviens de l'avoir dit par rapport aux violences gynécologiques, j'en ai vécu des violences gynécologiques et on est dans une position de vulnérabilité là, quand on est chez le gynécologue. Chez le médecin en général, le gynécologue encore plus. Encore plus. Donc de dire, il faut que je m'affirme. Mais c'est drôle, hein, tu dis ça. Il y a quelqu'un que j'ai vu passer, puis je me souviens pas, puis ils ont dit, c'est quand même l'organe des femmes, toutes les parties génitales des femmes. Les femmes ont accès à un gynécologue. Donc, c'est un spécialiste des organes des femmes. Les gars n'ont pas ça. Les gars n'ont pas... Donc, ce qui fait en sorte... Mon point est de dire que c'est un... Les organes qu'on a, c'est une partie de notre corps qui est vraiment spécialisée parce qu'on accouche et tout. Donc, on a un médecin spécialisé pour s'occuper de ça. Ben, c'est important de voir l'importance qu'il y a en lien avec ça aussi, là. Puis le problème qu'il y a en ce moment, c'est que, là, je vais me faire tirer des roches, là, mais la principale et presque seule chose qu'il sait, ce gynécologue-là, touche la reproduction. Ouais. Puis c'est beaucoup plus large que ça, là. Ben, tout à fait. C'est ce qui fait en sorte qu'encore à ce jour, on met 5 à 7 ans à diagnostiquer l'endométriose, par exemple. Ouais. Hey, la gynécologie, c'est une spécialité qui date de si longtemps. Comment ça se fait qu'une maladie qui touche comme plusieurs femmes sur 10 prend encore 5 à 7 ans à être reconnue, là? Tu sais, c'est pas... Mais tu sais, ça va un peu comme avec les études sur le SPM. Ouais. Le SPM versus la dysfonction érectile, par Ouais. exemple. On dit qu'il y a 5 études sur la dysfonction érectile pour chaque étude sur le SPM. Oh, Attends, 5 fois plus attends, d'études. Recommence ça. Il y a 5 fois plus d'études sur la dysfonction érectile que le SPM. Puis pourtant, On dit que 9 personnes sur 10 vont vivre le SPM. Je pense qu'on est dans un 4 sur 10 pour la dysfonction érectile. Oh, on oui, voit parce qu'il y en a plein, il y en a plein. le Puis déséquilibre. moi, longtemps, j'ai vécu ça. Après mes grossesses, j'en avais jamais eu avant. Puis j'ai vécu ça, mais je n'étais pas éduquée là-dessus parce que j'avais jamais vécu ça. Je ne savais pas Ouais. quoi faire. Et je peux te dire qu'il y a des fois où est-ce que ton entourage écope de tout ça, là. Ouais. Mais à encore fait. là, c'est ça. On n'est pas sensibilisé à ça assez. Mais non, mais notre système de santé, la médecine en soi, c'est quelque chose qui a été inventé par des hommes pour des hommes. Donc oui, on fait notre chemin tranquillement là-dedans, mais on est très, très loin du compte. Puis c'est ça. C'est le genre de statistiques qui le prouvent malheureusement, puis qui montre un peu comment ça se fait qu'on est reçu comme un chien d'un jeu de quilles quand on va chez le médecin. Mais on est très... tu nous apportes une grande réflexion profonde Ouais. qui est le fun à se poser dans le sens qu'on se dit, ben c'est vrai, puis je pense que si chaque personne arrive à mettre son grain de sel, je pense que c'est ça que collectivement, on va arriver à faire. En partant d'éducation, là, tu sais, parce que moi, là, ça me ramène à
des femmes autour de moi qui vivent des choses, puis on sait pas ce qui se passe à l'intérieur. T'sais. En partant de moi, ça, des fois, c'est long avant de comprendre. C'est comme, ah oui, c'est vrai, c'est ça, je suis une femme. Tu sais, là, j'ai cette émotion-là, j'ai ce comportement-là. Puis il y a des femmes autour de moi qui, quand elles arrivent dans la préménopause, plein de symptômes, puis ça prend du temps, je sais pas ce qui se passe. Puis là, tu en entends parler des semaines, des mois. Ah, c'est ça, tu sais. C'est long, fait qu'il y a un manque à quelque part. Beaucoup de détresse. Des gens qui sont, on le voyait dans l'automéno. Mentalement. Oui. Des gens qui se ramassent à arrêter de travailler, là, des gens qui se ramassent, des femmes, on va arrêter de dire des gens, là, des femmes qui se ramassent non fonctionnelles, là, complètement, à cause de ces problèmes-là. Les pilules. Mais encore à ce jour, c'est toujours pas obligatoire d'être formé en hormonothérapie. Encore à ce jour, une quantité astronomique de médecins ne va pas se former, parce que je veux dire, ils doivent faire de la formation continue, les médecins. Là, ils peuvent tous y aller demain matin, se faire former en hormonothérapie. Il faut qu'ils fassent de la formation. Mais c'est pas ça qu'ils choisissent. Ils choisissent autre chose. Parce qu'ils ont le choix. Ils ont le choix. Mais ça, c'est quelque chose qui touche un patient sur deux qui vont voir. Ouais. Le truc, c'est que c'est là, ici, le problème aussi. C'est ça, là. C'est pas une maladie rare, non, là. Non, okay, non puis c'est même pas une maladie. C'est pas du tout une maladie, là. C'est l'évolution de ton corps qui passe par ça. Point final. Tout à fait. Mais tout ce qui touche la médecine, on est vraiment là-dedans. Là. Les clitoris sont dans les manuels depuis 2017. Fait que ça nous donne une idée à quel point on est loin du compte. Là. Oh, wow! OK, ça, je savais pas. Ouais. C'est 2017, c'est en France. Nous, je sais pas si c'est un peu avant ou un peu après. Mais c'est avant la COVID, ça. Ouais, ça a donné une idée de... Ouais. Fait que c'est ça. Tu nous apportes plein de statistiques, d'informations. Toi, tu vas valider toutes ces informations-là. Où tu t'enrichis de toutes ces informations-là? Avant de travailler chez S'explique, de par toutes sortes de recherches que je faisais moi-même, des documentaires que j'écoutais ou autres, puis depuis que je suis chez S'explique, ben par elle aussi, évidemment, par les intervenantes de chez S'explique. Mais c'est pas mal moi, le bout plus féministe ou qui touche plus les femmes, c'est plutôt moi qui l'apporte. Donc, je dirais que par des ressources externes, toutes sortes de ressources externes, d'études, il y a tellement de... Il en manque pas, là. Il faut les chercher, mais on les trouve assez juste rapidement, de commencer par s'y intéresser. Là. Oui, exactement. Tout est là, en fait, tout simplement. Beaucoup de livres aussi qui ont été écrits dans ce sens-là. Je parlais du principe du come shot, mais tu sais, il y en a vraiment plein. Puis c'est super intéressant qu'on parle là-dedans. Il y en a des lourds, mais il y en a des super accessibles aussi. Est-ce que c'est plus aux États-Unis ou un peu partout dans le monde qu'on a accès à ça? Pour les livres? Ben, pour l'information. Ah, au Canada, là. Canada? On a plein d'études ici, là. Oui, absolument. On n'a même pas besoin de sortir de chez nous, là. Non? Non, absolument pas. Est-ce Faites une recherche sur Google, là, puis évidemment, on veut des sources sûres, là. Mais même juste Statistique Canada a plein d'études qui sont super intéressantes par rapport aux inégalités. OK. Fait qu'on retient la première chose, le refus, si on se sent pas bien. Oui. Arrêtez d'accepter, arrêtez de se faire passer en deuxième. On est bonne là-dedans, en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième, là, on s'entend, là, parce que c'est pas toujours juste deuxième. Hein? Pourquoi on passerait pas en premier? Pourquoi on ne passerait pas toujours en premier? Ça ne nous empêche pas de prendre soin des autres, ça ne nous empêcherait pas de prendre soin de nos enfants, ni de faire ce qu'on a à faire non plus. Là, on va répondre à leurs besoins, on va s'occuper d'eux, on sait ce qu'ils ont besoin. Pourquoi on ne passerait pas en premier? Pourquoi on est tout le temps en deuxième? Pourquoi c'est toujours nous qui s'effacent? Pourquoi c'est toujours nous qui faisons les compromis? Comment tu te fais passer en premier? Quand on parle de ça, c'est quoi les actions concrètes quand on dit de se faire passer en premier? Ben, moi, je le disais aux mamans dans le temps, par exemple, prendre du temps pour soi. Il n'y a aucune culpabilité. Puis je donne des ateliers, des fois, pour S'explique aussi avec des nouvelles mamans qui me disent « Je me sens coupable de prendre du temps pour moi. Tu sais, j'ai mon petit bébé, puis là, je voudrais aller voir mes amis ou faire quelque chose, mais je me sens mal, il est tellement petit, puis tout ça. » Puis tu sais, j'utilise un peu cette culpabilité-là pour leur dire « Ben écoute, comme ton objectif ultime, c'est d'être la meilleure mère pour ton bébé, sache que c'est en prenant soin de toi que tu vas être en mesure de t'occuper des autres. » Puis c'est le meilleur argument qu'on peut donner à une femme, parce qu'on tient tellement à prendre soin des autres que quand on passe par cet argument-là, en temps normal, c'est comme « Ah, ça passe. Okay, oui, ça passe mieux. » Mais c'est une façon d'apprendre à le faire. Après, on se rend compte du bien-être qu'on tire de ça en général aussi, puis on n'a plus envie de laisser tomber ça. Moi, j'ai commencé officiellement à le faire quand je me suis séparée, parce qu'une semaine sur deux, j'avais plus mon fils. De toute façon, j'avais plus le choix de me faire passer en premier. Il n'y avait personne d'autre. Je sais pas si c'était pas arrivé, si j'aurais réussi à le faire de la même façon. Peut-être pas. Parce que quand tu l'as tout le temps, ça devient un scénario différent. Oui, puis c'est dur. Puis bon, là, on vit dans cette socialisation-là qu'il faut s'occuper de son enfant tout le temps. C'est de changer la façon de faire. Exactement. Mais en tombant dans ce mode-là, non. Puis je me souviens même, pour vous donner un exemple, premier Noël, que j'avais mon fils,
Puis j'avais vraiment demandé à mon ex, je veux l'avoir pour Noël, c'est important, nanana. Mais je travaillais beaucoup sur me faire passer en premier dans ce temps-là. Puis finalement, le 25 décembre, je l'ai fait garder, puis j'étais allée faire de la raquette avec ma date. Ah! Dans son regard. Ça y a rien fait! Non, je me suis fait passer en premier, ça y a rien fait. Mais là, on va faire « Ah non, mais là, à Noël, pauvre enfant abandonné, voyons donc, come on, la gang, là. » Tu sais, il y a comme ça, à un moment donné, puis c'est vrai. Déconstruire la façon de penser. C'est vrai. Dédramatiser. C'est vrai, des personnes qui vont mourir si tu te fais passer en premier. Non. Là. Parce que, tu sais, puis encore là, je me dis, se faire passer en premier, on les porte, ces enfants-là, on les accouche, on les allaite. Puis, tu sais, on le fait de tout notre cœur. Tout à fait. Mais pourquoi faudrait pas prendre soin de notre corps? Tu sais, on l'enfante. Faut que le corps soit en santé. Il faut qu'il soit bien autant mental que physiquement, là. Fait que tout le travail qu'on fait par rapport à ça, ça devrait... Tu sais, avoir une séance de relaxation devrait faire partie, justement, de tout ce processus-là aussi, là. Je suis sûre que juste si je dis on est aussi importante en tant que femme que notre enfant, il y a beaucoup de monde qui vont dire, ben là, attends, là, ton enfant, c'est important, là. Juste là, il y a de quoi déconstruire, juste là. Mais c'est le message qui est... Mais en même temps, si la mère n'est pas bien, elle ne pourra pas bien éduquer son enfant, elle ne pourra pas bien élever son enfant. Mais moi, je me fais pas passer en premier pour le bien de ma famille. Là. Je me fais passer en premier pour moi. Moi, ça me fait sentir bien. Moi, je vis mieux dans la vie. Tant mieux si ça a des répercussions positives sur les autres, mais c'est pas pour les autres que je le fais, c'est pour moi. C'est pour toi. Au début, non. Au début, c'était justement dans ce « Ah, je vais être une meilleure mère ». Aujourd'hui, c'est non. C'est totalement pour moi. Là. J'ai aucun problème à admettre ça du tout. Puis tu dirais quoi, une mère qui n'est pas capable de faire ça? Parce que c'est son enfant, tu sais. Bien, il faut faire attention, il faut respecter les limites aussi de chacun. Tu sais, par exemple, dans mes ateliers, j'ai des mamans qui disent « Ah, moi, je peux pas faire garder mon enfant, je fais pas encore assez confiance, etc. » Bien, à la place, on va essayer de trouver des façons que tu puisses passer un moment agréable pour toi à la maison. Okay. Y a-tu d'autres choses qu'on peut faire? Y a-tu quelque chose qu'on peut faire à l'intérieur des limites qui va te permettre de prendre soin de toi? Petit peu par petit peu, là. Oui, puis il y en a aussi qui n'ont personne pour garder tout court aussi, ou qui n'ont pas les ressources pour. Là, fait que qu'est-ce qu'elles font, ces personnes-là? Il faut qu'elles aient des solutions aussi de toute manière. C'est d'être créatif. Oui. Tu sais, puis à la hauteur de nos besoins puis de nos ressources, finalement, je pense qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Puis se rappeler, puis se parler. Se parler souvent, là, quand la culpabilité revient. J'ai pas à me sentir coupable. Il faut se le dire souvent. Puis au début, il faut se le dire à chaque seconde. À un moment donné, c'est à chaque minute. Puis éventuellement, ça va être à chaque heure. Puis un jour, ben, on va pouvoir passer ça. Puis ça va revenir tout le temps. Hein. Oui, ça revient. Hein, ça revient. Mais le plus souvent, tu as le sentiment de liberté. C'est ça que j'entends. Est-ce que tu n'as pas de culpabilité, fait que tu te sens libre de faire les choix pour toi? Tout à fait. Tout à fait. Moi, à 95% du temps, maintenant, c'est comme ça que je me sens. Fait que c'est le cadeau, c'est la liberté. Mais oui, c'est la liberté de faire ce que tu veux, c'est la liberté d'être toi-même aussi, au bout de tout ça. Cette liberté-là qu'on a tant de misère à avoir en tant que mère, en tant que femme aussi, pour toutes les raisons qu'on nommait plus tôt. Donc, il faut que les gens te suivent pour arriver à être encore plus inspirés. C'est ça. C'est en plein ça. Faut que lisent mon livre, avoir des réflexions et en discuter. Oui. Et en discuter entre nous. Parce que tu portes bien ce message-là. Tu nous portes vraiment la réflexion. Fait que je me dis, mais il faudrait partir des cercles de discussion là-dessus. Ouais. Tout à fait. Pour échanger là-dessus. Tout à fait. Pour donner une vision différente, une perception différente. Puis on dirait que quand on est dans un mouvement de regroupement de femmes, ben on vit toute la même chose au fond. Fait qu'il y a comme quelque chose de... Puis souvent, on n'en parle pas. Non. De ces choses-là de femmes. Parce qu'on n'est pas habitué. Comme c'est le cas pour les mères. C'est exactement la même chose, finalement, mais à plus grande ampleur avec les femmes en général. Tout à fait. Puis c'est effectivement en parlant, puis en étant honnête et transparente sur ce qu'on vit vraiment, puis ce qu'on ressent vraiment, je pense qu'on va arriver à faire la différence. Ne pas avoir honte, en fait. J'ai retenu ça aussi. On n'arrête pas de le... Moi, je le dis souvent aux enfants, là, dans les ateliers qu'on fait, là, toutes tes émotions sont valides. Ta manière de réagir... Elle, on s'en reparle, ça dépendra ce que c'est, mais ce que tu ressens, là, c'est toujours valide. Il n'y a aucun moment dans ta vie où ce que tu ressens n'est pas valide. Savez-vous qu'est-ce que j'ai dit cette semaine à mon chum? C'est une semaine compliquée avec les enfants. J'ai dit, parce qu'on a 3 chiens chez nous, pourquoi on n'a pas eu juste des chiens? J'ai dit ça. Puis là, il a fait « Hi! » Grosse journée. Oui, ça va. Ça va bien aider. J'ai fait, sur le coup, je me suis dit, mon Dieu, je suis si ingrate que ça d'avoir dit ça. Puis j'ai fait, non, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. T'as pensé ça à ce moment-là. Écoute, mes chiens, je sais toujours quoi m'attendre d'eux. Ils ont certaines attentes envers moi, mais ils sont très limités. Il n'y a pas de grands rebondissements. C'est simple, c'est facile. Ils m'apportent beaucoup quelque chose aussi, puis ça s'arrête là.
Avec les ados, c'est un peu plus compliqué par moment. Puis j'ai pensé ça. C'est de s'accueillir là-dedans. C'est ce que je retiens. C'est de s'accueillir dans ce qu'on est, dans ce qu'on pense. Puis plus on s'accueille, plus qu'on peut accepter ce qu'on vit aussi en même temps. Parce que si chaque fois on se sent coupable puis on se flagelle, on n'avance pas. Dis la fille qui se flagelle après chaque livre, chaque conférence, c'est tout ce qu'elle fait dans la vie. Maude Michaud, merci beaucoup d'être venue nous parler. Ça nous éveille l'esprit. Puis on va te suivre pour en savoir plus. Merci Maude.